Marie-Jeanne, bonjour. Bonjour. Nous avons une tradition, comme tu le sais, ici, de faire chanter le bol tibétain, ici devant toi. Donc, je vais te demander de le saisir et de le faire chanter. Alors j'ai besoin d'une leçon de bol. Je prends ça Tu prends la maillotche qui te convient et voilà. et j'en fais. C'est à discrétion. C'est joli. C'est agréable. Merci pour cette expérience. Voilà. Marie-Jeanne, la violence à l'école, c'est le titre de ton dernier livre. Est-ce qu'il y a plus de violence qu'avant? Est-ce qu'elle est perçue différemment? Est-ce qu'on en parle davantage? Quels sont vraiment les ressorts de cette violence? Je crois que, je ne dirais pas qu'il y en a plus ou moins, mais elle est différente. Avant, il y avait une violence bande contre bande. Et donc, on n'était pas seul face à la violence d'un groupe. Ou très rarement. Aujourd'hui, la violence prend plus l'allure d'un harcèlement contre une personne, contre un enfant, qui se retrouve démuni parce que justement, si quelqu'un vient à son secours, il va être pris dans la même violence. Et donc, ils ont tellement peur que celui qui est pris pour cible devient l'unique objet. Alors, il y a tous les harcèlements possibles, toutes les petites choses répétitives. C'est dans la répétitivité et dans l'isolement de la victime que c'est différent. D'accord. Quels sont les étincelles, quels sont les prétextes qui sont invoqués pour aller pour qu'une bande ou qu'un groupe s'en prenne à un autre groupe ou à un autre enfant? Quels sont les différents motifs? Ça peut être est-ce que le racisme, est-ce que la xénophobie, est-ce que le fait d'avoir de l'argent, de ne pas en avoir, est-ce que la tenue vestimentaire, est-ce que le fait d'être maigre, est-ce que le fait d'être gros sont des motifs, des prétextes pour de violence? Alors je dirais que justement dans l'énumération que tu fais, il y a toutes les possibilités et il y en a encore bien d'autres. Mais je crois que ce n'est pas ça qui déclenche, c'est le prétexte, comme tu disais, mais la violence, à mon sens, elle répond à un malaise actuel d'enfants, je parle des agresseurs, qui sont eux-mêmes dans un stress, dans quelque chose. Alors, ce n'est pas pour les plaindre que je dis ça, je ne dis pas qu'il faut changer de victime, ce sont bel et bien les agresseurs. Mais est-ce que tu connais l'expérience de Laborite, qui est très parlante à ce sujet? Laborite a pris une cage, il a mis une cloison au milieu avec une porte, et sur une partie de la cage, il y a un plancher qui peut être électrifiable. Il met un rat dans cette cage et puis un petit bout de je ne sais pas quoi à manger. Et donc le rat, naturellement, va manger. Et Laborite envoie un flash, une sonnette, et 4 secondes après, c'est ça qui est important, 4 secondes après, il balance une petite décharge électrique. Donc le rat, évidemment, est surpris, enfin, désagréablement attaqué. Et puis, il s'en va et il trouve la porte, il se met à l'abri. La prochaine fois qu'il y a l'éclair et la sonnette, très très vite, il apprend à aller se réfugier dans la partie sécure. Et donc, il ne subit plus quelque chose qui est désagréable pour lui. Une agression. Pardon ? Une agression. Une agression. Donc, si on fait, c'est ça qui est intéressant, si on fait des analyses biologiques à ce rat longtemps après,
on voit, ou même tout de suite après, on voit qu'il continue à aller bien et sa santé va bien. À un moment, Laborite ferme la porte. Et là, le rat sait que lorsqu'il voit l'éclair et entend la sonnette, 4 secondes après, il y aura la décharge. Et il ne peut plus se sauver. Et là, il y a des photos qui circulent sur Internet que Laborite lui-même a fait, où on voit le rat qui est complètement inhibé, il a les poils qui sont... Et donc, il sait et il n'a pas de moyen de sortie. Si on lui fait des analyses, il y a tout qui se détraque. Il a de trop de ceci, pas assez de cela dans le sang, il a de l'hypertension. Sa santé, son métabolisme est atteint. Laborite continue l'expérience. Il met à côté du premier rat un deuxième rat qui n'est pas au courant de la chose, si je peux dire. De l'expérience. Il n'est pas au courant. Donc, il le met là, et lorsque la sonnette se déclenche et le flash, le premier rat se jette sur le premier et l'agresse. Et le mord, etc. Moyennant quoi, il continue à aller bien, physiologiquement. On peut donc comprendre que la violence est une réponse qui est presque une solution de survie pour ne pas subir l'inhibition de l'impuissance, de ne pas subir quelque chose, comme tu disais, une agression. Et ma conviction profonde est qu'aujourd'hui, la société amène beaucoup de violence, l'école emmène beaucoup de pression et d'oppression. L'école est la meilleure des choses qu'on ait inventées, mais c'est aussi un lieu de difficulté. Et donc, les enfants, certains enfants, vont ainsi agresser quelqu'un pour ne pas rester inactifs et dans l'inhibition de quelque chose qui est trop difficile pour eux. Alors, encore une fois, je ne suis pas dans l'excuse, mais dans l'explication pour trouver des solutions. D'accord. La violence serait le passage à l'acte de la violence serait presque comme un soulagement, c'est une façon de se soulager d'émotions à la maison, des émotions, des choses mal vécues au quotidien. Donc, on arrive à l'école et on tape son camarade pour se soulager, c'est un peu l'explication. Alors, il y a un trop-plein pour se soulager, pas forcément dans l'intention de se soulager, mais c'est presque ce que Bernard de France disait au dernier festival du livre. Et il dit que c'est presque une condition pour continuer à aller bien. C'est-à-dire que c'est même pas forcément volontaire, mais c'est presque une espèce de survie, d'instinct de survie qui va défouler quelque chose, sinon c'est trop difficile à supporter. Et pourtant, cette violence-là, elle s'exprime sans qu'il y ait de danger. On peut s'imaginer que dans certains pays, dans certaines situations, la violence est presque obligatoire, c'est un instinct de survie parce que tu te sens agressé, parce que, je sais pas, en Syrie, en Liban, en Libye, tu peux te recevoir une bombe, une roquette, tu peux, à tout instant, tu peux mourir. Donc, alors dans les écoles primaires en France, au collège, il y a pas, on n'est pas en danger de mort à chaque récréation dans les couloirs. Alors, la différence, c'est que dans les pays dont tu prends l'exemple, on connaît l'adversaire, on connaît l'ennemi, et donc on sait contre qui retourner la violence. Alors que lorsqu'il y a une situation classique, d'une famille classique, avec une école classique, les petites violences faites à l'enfant ne sont pas tellement repérables. Mais l'école elle-même est un système quand même qui n'est pas facile, quoi. Du matin au soir, être assis, être obligé, quelquefois, heureusement ce n'est pas le lot de beaucoup de professeurs, mais il peut y avoir des professeurs qui sont humiliants, les professeurs eux-mêmes sont dans un système qui est difficile, le programme c'est toujours le même pour tous les enfants,
Il y en a qui peuvent aller plus vite et d'autres moins vite. Il y a si vous voulez, si tu veux, la compétition, il faut que tu y arrives, la pression que mettent les parents. Et la société. La société, le danger, si tu ne travailles pas bien, tu seras chômeur, ou il faut que tu sois le premier, etc. Tout ça fait qu'il y a une pression sur l'enfant qui sont des petites violences, enfin petites, mais qui accumulées les unes avec les autres, font une violence importante, mais que l'on ne peut pas nommer. On n'a pas un ennemi, on a plein de choses. Et donc, du coup, cette espèce de défoulement sur le premier qui vient, alors effectivement, ça peut être à l'occasion de t'as des lunettes, ou t'as un appareil dentaire, ou toi ceci, ou tu es pas habillé comme les autres, ou t'as pas le machin à la mode comme nous, je sais pas quoi. Tout est prétexte. Mais ce n'est pas la faiblesse d'un enfant qui appelle la violence. C'est la violence que la société produit sur certains enfants qui va se déverser sur celui qui est là et qui a quelque chose de différent. Et donc la violence n'est pas que physique, elle est morale, elle est insidieuse, voilà. Tu peux ne pas subir de coups violents, mais subir des remarques, des réprimandes. Les violences qui laissent le plus de traces ne sont pas les violences physiques, ce sont les humiliations, ce sont des injustices flagrantes, ce sont des culpabilisations. Et tous les enfants qui ont été violentés, et j'en reçois beaucoup dans mon cabinet, tous disent que les coups sont moins durs que l'humiliation. Surtout quand c'est quelqu'un d'important pour soi. Quand c'est une personne référente qui humilie, une personne dans laquelle on croit qui humilie, l'enfant se sent vraiment minable, il sent qu'il est mauvais, mais de dedans, quoi. Et là, pour casser sa confiance en lui, c'est épouvantable. L'enfant n'a plus d'issue. Et effectivement, il arrive quelquefois à ne plus ressentir les coups. C'est affreux, les coups. Je suis absolument, évidemment, contre la fessée avec Olivier Morel, contre toutes les violences physiques faites aux enfants. Mais les violences morales, les harcèlements, les humiliations, les injustices laissent des traces beaucoup plus pernicieuses et beaucoup plus longues. Est-ce que cette violence, elle s'exprime différemment? Est-ce qu'il y en a davantage ou moins dans des écoles publiques ou dans les écoles conventionnées catholiques ou coraniques voilà. Est-ce que le fait, parce qu'on vante aujourd'hui les écoles privées comme des écoles de toutes les vertus où les enfants sont en sécurité, où il n'y a pas de violence. Est-ce que de ton expérience, des enfants que tu rencontres, des parents aussi que tu rencontres, est-ce que cette violence elle s'exprime indifféremment dans le privé, dans le public? Alors, je n'ai pas de statistiques là-dessus. Je n'ai pas fait cette étude-là, donc je ne peux pas répondre d'une manière autorisée. Ce que je constate, c'est que quelquefois, on change un enfant d'école pour le mettre en privé. Force est de reconnaître qu'il y a peut-être moins de violence physique dans les écoles privées. Il y a peut-être, je ne sais pas, un système peut-être de surveillance ou je ne sais pas exactement. Mais je pense que ça ne garantit pas pour autant la sécurité ni émotionnelle ni interne de l'enfant. Je crois que vraiment c'est au cas par cas et qu'il y a des écoles et des professeurs qui sont magnifiques, merveilleux, mais qu'il y a au cas par cas des professeurs qui sont dangereux, eux-mêmes étant en difficulté, peut-être par manque de formation. J'allais y venir à cette violence à l'école qui visiblement ne s'exerce pas exclusivement d'enfant à enfant, mais parfois d'enseignants, d'adultes vers l'enfant. Tu dois recevoir des enfants qui doivent évoquer les humiliations, les réprimandes des professeurs, et c'est d'autant plus ressenti
avec souffrance, avec violence, que c'est généralement devant la classe, devant tout le monde. Et, on parlait des injustices aussi, des enfants qui ont le sentiment de faire un bon devoir et qui sont sanctionnés ou qui n'ont pas... avec des professeurs dont tu disais, il ne s'agit pas, on est bien d'accord, hein, de remettre en cause, mais voilà, l'école parfaite avec des professeurs excellents, voilà. C'est un élément aussi important de dire que voilà, les professeurs aussi sont peut-être un élément... C'est-à-dire que les professeurs enfin, pour la plupart, comme les parents, ce sont des gens qui ont de la bonne volonté, ils ne sont pas rentrés dans ce métier pour casser des gamins, de la même manière on n'a pas un enfant pour en faire un malheureux. Hein. Je crois que les parents, enfin, l'immense majorité, quelques parents toxiques, mais pas souvent quand même, de la même manière les professeurs ont une intention de bien faire. Ensuite, je crois qu'on leur apprend peut-être plus à faire des maths, à remplir le crâne des enfants et de manière positive, hein, ou à leur apprendre à lire, etc., que de leur apprendre la relation à l'enfant. Et quelquefois, quand ils ont eux-mêmes une classe qui est très nombreuse, avec des enfants qui sont agités, parce que chez eux, il y a peut-être même des violences chez eux, peut-être même des soucis chez eux, les enfants portent souvent les problématiques de leur famille. Donc les enfants, ils se défoulent aussi en étant un peu, en bougeant, etc. Le professeur qui est dépassé des fois, cherche à obtenir de sa classe suffisamment de tranquillité pour pouvoir délivrer le message, c'est-à-dire faire le métier pour lequel il est payé. Mais l'une des manières d'obtenir la paix est une manière excessivement pernicieuse. Je pense qu'il ne l'applique pas en connaissance de cause, heureusement, enfin, je ne le traite pas de gros pervers, mais c'est un système qui peut très bien fonctionner, c'est-à-dire que si on prend une tête de Turc dans une classe et qu'on l'humilie devant la classe, les autres ont tellement peur de prendre la place de l'humilier qu'ils ils vont faire bloc avec le professeur contre celui qui est humilié. Alors je ne dis pas que le professeur va le faire volontairement, mais quelquefois un enfant qui a des problématiques pas possibles, enfin, si vous savez, c'est inimaginable ce qu'on peut recevoir et entendre, quoi, des enfants qui souffrent des choses chez eux, hein, des parents qui se frappent, des enfants qui sont violés, enfin, toutes les horreurs que peuvent vivre un enfant. Si cet enfant a un comportement qui dérange la classe, c'est plus facile de stigmatiser le comportement que de comprendre l'enfant et de trouver des solutions avec lui et avec la classe. Est-ce qu'il n'y a pas un facteur aggravant dans le sentiment d'humiliation et d'injustice, que justement cette humiliation elle est subie, elle est faite par un adulte, elle est faite par une personne qui est censée avoir autorité, détenir un savoir, parce que la violence entre enfants, on va dire, elle est pas justifiée, mais elle peut se comprendre dans la cour de récréation, sur un terrain de sport, mais est-ce que l'enseignant, dans sa classe, est-ce qu'il n'outrepasse pas ses qualités, ses fonctions? Est-ce que ramener l'ordre ou imposer l'ordre dans sa classe, qui est tout à fait normal, est-ce que des brimades, des humiliations, des injustices font partie de l'arsenal de l'enseignant pour obtenir la paix dans sa classe, qui, on le sait, au final n'est jamais la bonne solution, parce que visiblement les expériences montrent que les enseignants qui adoptent ce genre de méthode n'obtiennent pas plus la paix ou le calme, au contraire. Alors, il y a avec les petits des enseignants qui vont être « je t'interdis, je te donne des punitions, fais attention », etc., qui vont stresser une classe. Et avec les petits, ça peut encore marcher parce qu'ils ne se rendent pas compte de leurs possibilités. Mais à l'adolescence, ça ne fonctionne plus.
cette histoire-là. C'est-à-dire que l'adolescent prend conscience qu'il a une possibilité de réaction, et à ce moment-là, effectivement, c'est la guerre. C'est-à-dire que le professeur va utiliser les heures de colle, les réprimandes, les humiliations, les remarques, les mots dans le cahier, etc., les mauvaises notes, les je te prive de tableau d'honneur même si tu as bien travaillé parce que tu as été, etc. Et l'enfant, lui, va sortir sa contre-batterie de possibilités, c'est-à-dire d'insolence, de désobéissance, de tout ce qu'il va pouvoir, justement, comme le rat de Laborite, mettre en place pour ne pas subir. Alors, je voudrais quand même vraiment revenir sur le fait que les professeurs ne sont pas des tortionnaires volontaires. Ils peuvent se trouver devenir malfaisants par manque de compréhension du monde de l'enfant. Et je crois qu'il y aurait vraiment une nécessité de fournir aux enseignants le mode d'emploi des enfants. C'est-à-dire comment ils vont pouvoir entrer en relation avec les enfants de manière positive pour créer un climat qui va leur permettre effectivement de faire passer leur message sans être obligés d'être dans quelque chose qui va brimer. Parce qu'il faut quand même comprendre aussi que les enseignants sont en difficulté, ils rentrent chez eux, ils sont épuisés, c'est pas un métier facile, et je pense qu'on ne leur donne pas forcément tous les moyens de créer une relation positive avec leurs élèves. La solution, que ce soit pour l'enfant ou pour l'enseignant, c'est le dialogue. Je dirais que c'est l'écoute. Alors bon, ça c'est l'autre livre, c'est sur la communication sans violence, mais vraiment, l'écoute, c'est vraiment comprendre le monde de l'autre sans le juger. Ça ne veut pas dire accepter un comportement, mais ça veut dire comprendre le monde de l'autre. On a deux points de vue différents, on a deux contextes différents, on a deux besoins différents, on a deux éducations différentes, des normes. Qu'est-ce que c'est qu'une norme? Elle est valable là, elle n'est pas valable là. L'altérité, c'est l'acceptation d'une norme autre que la mienne. Cette altérité, qu'est-ce qu'on en a dit? Qu'est-ce que j'ai pu en comprendre dans ma propre éducation? Comment je suis prête ou prêt à accueillir l'autre et à comprendre que je ne détiens pas la norme de ce qui est juste, bien, bon, sain, etc. Mais que c'est bien, bon, sain parce que ça correspond à mon besoin et que c'est légitime, mais que si ça ne correspond pas à ton besoin, ce serait illégitime que je veuille te faire croire que, puisque c'est mon besoin, ça doit être le tien. Si j'ai soif, c'est pas pour autant que tu dois boire. Ça paraît compliqué ce que tu dis, Marie-Jeanne, dans le sens où tu estimes que la solution, c'est l'altérité, c'est l'empathie, alors qu'aujourd'hui, tout pousse à l'individualisation, à l'égoïsme, au repli sur soi, il y a tout un travail d'éducation, pas forcément de faire reposer ça sur un enfant, sur des enfants, mais de la société tout entière de s'ouvrir, de créer des passerelles. Alors je suis peut-être une incroyable optimiste, mais je reste très positive, surtout qu'en ce moment il y a tout de même vraiment des personnes, des personnalités en France et dans le monde qui éveillent à une autre vision de l'éducation, à une autre vision de la vie, à une autre vision des relations. On a des penseurs, des philosophes, on a des Pierre Rabhi, des Frédéric Lenoir, Isabelle Filiosa qui a travaillé beaucoup les émotions, on a Olivier Morel qui après c'est mon livre, plein d'autres gens, Christophe André, d'autres, qui vraiment sont en train de faire passer un message différent, parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Et il y a eu une période où on n'entendait pas ces voix-là. Et aujourd'hui, on les entend. Et je crois,
j'ose espérer, mais j'espère vraiment, je crois. Je suis convaincue qu'il y a justement une opportunité. Et c'est pour ça que toutes les transmissions justement qu'on peut faire par Internet, par des livres, ça va dans ce sens-là et ça va faire, ça va le faire. Doucement, pas assez vite, mais ça va le faire. Il y a eu un fait divers au Japon il y a quelques jours. Les parents ont abandonné leur enfant, je ne sais pas si tu as entendu parler, ils ont abandonné leur enfant pendant une semaine parce que l'enfant était un peu turbulent, il répondait un peu à l'école et tout, et il l'a abandonné sur une aire d'autoroute. Alors il a vécu 3-4 jours dans la forêt, il a été récupéré par des personnes, amené à l'hôpital, etc. Où on a... Voilà ce qu'il faut... abandonner son enfant pour lui faire comprendre que... Non, mais voilà, visiblement ça a choqué beaucoup de gens, mais il n'empêche que voilà, c'est des pratiques. Alors c'est pas au Japon, je pense que en fouillant un peu, voilà, est-ce que abandonner son enfant, est-ce que voilà, comment on arrive à... Je te parle de ça parce que voilà, dans les nouvelles méthodes, ce dont je te parle de ce fait divers au Japon, voilà, c'est des méthodes arriérées, enfin je veux dire, voilà, bon, parmi les méthodes que tu préconiserais pour faire que les enfants soient malgré tout respectueux, disciplinés, quelles seraient tes suggestions Alors, effectivement, ce sont des méthodes qui marchent. Elles obtiennent ce qu'elles visent, c'est-à-dire la soumission de l'enfant. Elles obtiennent le dressage de l'enfant, elles obtiennent que l'enfant va être tellement terrorisé qu'il va devenir conforme à ce qu'on attend de lui. Mais violent, parce qu'il a ressenti ça avec... Ou complètement soumis, et c'est un enfant qui est perdu pour la confiance en lui, c'est un enfant qui ne pourra jamais développer justement une aisance et des relations saines, et donc il sera malheureux toute sa vie, ou alors il lui restera la solution du rat de laborite, de devenir violent à son tour. Et donc, quoi qu'il en soit, ça va être dans un premier temps une solution très efficace, parce que l'enfant, pour ne plus revivre cette horreur-là, il va devenir hyper adapté. Il aura compris la leçon. Mais, dans 30 ans, ou même avant, cet enfant-là, il aura ou somatisé gravement, ou il se sera suicidé, ou il aura des problèmes énormes dans sa vie, de manque de confiance en lui et d'inadaptation à des situations dans lesquelles justement il a besoin de se défendre, de pouvoir être en colère aussi et de pouvoir réagir. Ou alors, ça sera devenu un monstre. Mais l'efficacité, si on veut obtenir qu'un enfant obéisse, il suffit d'y mettre le prix, il obéira. Hein. Puisqu'il est incapable, l'enfant, de se débrouiller seul. Physiologiquement, un enfant dépend des soins d'un adulte. Donc, il y a cette dépendance qui crée chez l'enfant, à partir d'une certaine dose de puissance, de volonté de l'adulte, l'enfant ne peut plus rien. L'enfant ne peut pas. Il est obligé de se soumettre, au moins dans un premier temps, parce que sinon il crève, quoi. D'accord. Et parmi les suggestions, je reviens sur la question, les suggestions, tes propositions pour que l'enfant accepte les règles, pour que l'enfant accepte une certaine dose de discipline, parce que voilà, dans la société aujourd'hui, il faut quand même respecter certaines règles, on s'arrête au feu rouge, on laisse passer les gens, tu vois, enfin je veux dire, voilà. Ah oui, il faut qu'il acquiert un comportement social, bien sûr. Comportement, voilà. Bien Comment restaurer ces règles, se vivre ensemble, mais sans faire preuve de discipline à outrance, d'autoritarisme, de violence verbale ou physique, comme pour cet enfant, ce petit enfant au Japon qui était abandonné par ses parents. Alors,
Il y a des éducations qui sont très réussies et beaucoup d'enfants pour lesquels ça se passe très bien, hein, donc il ne faut pas dramatiser non plus. Mais je crois que l'enfant peut acquérir des règles sociales justement à partir du moment où on lui explique, mais pas où on le moralise. C'est-à-dire que si il y a différentes étapes vis-à-vis de l'autorité. Un enfant petit, on lui dit c'est permis ou c'est interdit. Non, la prise c'est interdit. Et ça, il faut qu'il apprenne que c'est interdit. On ne va pas se mettre à lui expliquer parce qu'il y a du courant dedans. Il a 18 mois, on ne peut pas le comprendre. Mais on peut lui dire non, stop, non, ça c'est interdit. Mais pas tu es vilain, mais tu désobéis. Et puis l'enfant, quand on lui dit non, il veut vérifier. Donc il va aller et puis il vous regarde. Et là, souvent on dit mais il me nargue. Mais c'est pas vrai qu'il nargue, il vérifie. Et il s'agit de lui redire, c'est bien ça que je t'ai dit, non. Non, je t'ai bien dit de ne pas toucher, donc tu ne touches pas. Si l'adulte reste solide et ne pense pas que l'enfant le nargue, l'enfant n'a pas de mauvaise volonté vis-à-vis de l'adulte. L'enfant, il découvre le monde, il a besoin, il aime l'adulte. Quoi que ce soit qu'on lui fasse, l'enfant aime. Et justement, l'enfant ne provoque pas, l'enfant essaye de comprendre. Si l'adulte interprète que l'enfant est méchant, il va lui coller sur le front une étiquette de tu es vilain, tu es méchant, avec des menaces, on ne t'aime plus, et si tu fais ça, tu seras puni, etc. Et là, l'enfant, il ne comprend plus les règles. Puisque on le menace sur l'amour. On le menace sur l'amour. C'est juste inconcevable. Donc il a l'impression que si on ne l'aime plus, c'est de sa faute. Il ne remet pas en cause ses parents. Il pense que c'est lui qui est mauvais. Et donc puisqu'il est mauvais, alors il peut faire n'importe quoi puisqu'il est mauvais. Alors que tant qu'on lui explique, l'enfant aime apprendre. Il adore apprendre, l'enfant. Mais justement, si on lui explique, et si on lui dit, tu as fait ça, qu'est-ce qui s'est passé pour toi pour que tu fasses ça, je ne suis pas d'accord avec toi, c'est pas bon, on peut appeler un chat, dire ça c'est mauvais, mais qu'est-ce qui fait que toi tu l'as fait? C'est-à-dire qu'on est toujours dans la distinction entre l'être et son action. Moi, des fois, je fais des grosses bêtises, je fais des gros trucs qui ne sont pas bien, hein. C'est pas pour autant que je suis mauvaise intrinsèquement. Or, si on dit à un enfant, tu es méchant, tu es pas beau, et si c'est comme ça, tu es puni, tu verras pas, tu vois pas que tu, etc. L'enfant, il se procède, il se met ça sur la tête. Il devient mauvais. Puisqu'il est mauvais, il n'a qu'à faire des choses mauvaises. C'est un peu on va rencontrer ce genre de situation là, c'est la fin du 3e trimestre, c'est la fin de l'année scolaire. Les parents vont recevoir des bulletins de notes parfois bons, parfois très bons et parfois médiocres. Qu'est-ce que tu pourrais... comment aborder, comment conseiller les parents pour justement ne pas apporter une humiliation, ou comment communiquer et interpréter le bulletin de notes ou le passage en classe supérieure ou le redoublement sans que l'enfant se sente humilié. T'as pas réussi, t'as rien foutu à l'école, t'es un cossard, enfin, tu feras rien de ta vie, comme tu disais tout à l'heure, tu seras chômeur. Comment aborder cette fin d'année scolaire Ce qu'il y a de bien, c'est que tu as déjà abordé comment ne pas aborder ça. Tu as déjà donné toutes les réponses qui sont essentielles et vraies. Alors, comment aborder c'est déjà en comprenant que tout le monde ne peut pas avoir 20 sur 20, ni même 16 sur 20, et que on est aussi dans une possibilité ou pas de faire des choses. Bon, donc, l'essentiel n'est pas de dire à un enfant « Regarde, tu devrais avoir tant », mais tu as eu ça, comment on pourrait t'aider à avoir ça et demi? C'est-à-dire que
si, par exemple, je discutais avec un professeur d'anglais qui me disait qu'un élève avait 4, et que, bon, 4, c'est pas possible, enfin, etc. Bon. Et je lui dis, mais évidemment, si vous lui demandez d'avoir 10, c'est juste pas possible. Mais peut-être s'il peut avoir 4 et demi, et qu'on peut l'aider à avoir 4 et demi, et être fier de ce demi-point de plus. Et puis, que petit à petit, on va gagner avec lui, comme ça, comment on va l'aider, et pas stigmatiser la mauvaise note. Dire, bon, c'est une note insuffisante pour toi, c'est une note objectivement insuffisante. Et donc, comment on va faire pour que tu puisses progresser? De quoi tu as besoin? Comment on va t'aider? Et puis comprendre en même temps que cet enfant, s'il a 4, c'est pas qu'il veut avoir 4. Tous les enfants aimeraient réussir. Tous. Il n'y en a pas un qui dit, je veux dire à l'origine, qui dit, m'en fous. Ils essayent. Mais quand ils voient qu'on leur met la barre trop haut, moi je vais avoir 70 ans, si on me dit Marie-Jeanne est motivée, va sauter le mur de 1 mètre, je vais peut-être essayer de me bouger. Mais si on me dit Marie-Jeanne motivée, va sauter le mur de 2 mètres, je suis mieux dans ton fauteuil là, tu vois. Même pas je bouge parce que c'est impossible pour moi. Donc comment on va accompagner l'enfant vers un progrès et pas vers un objectif qui est inimaginable pour lui dans l'instant. Donc effectivement, accueillir le bulletin objectivement, et puis valoriser les efforts qu'il peut faire, et voir avec lui comment on peut l'aider à progresser. S'il a eu 4, c'est qu'il n'a pas les moyens d'avoir plus. Ces bulletins sur lesquels on écrit « peut mieux faire », moi aussi, tu sais, je peux mieux faire dans ma vie. Mais je n'ai pas les moyens. Je ne sais pas comment il faut faire. Ben, l'enfant qui a 4, peut-être il peut mieux faire, mais il ne sait pas comment faire, avec le contexte qui l'entoure. Tous ces traumatismes liés à l'enfance, que ce soit dans le milieu scolaire, le milieu familial, par ton expérience, est-ce que c'est des choses qui sont irréversibles? Est-ce qu'on arrive, à réparer la mémoire? Bien sûr. Ce sera ma dernière question. Merci d'ouvrir cette opportunité, bien sûr, cette ouverture-là. Bien sûr qu'on peut réparer. On peut réparer, et je m'y emploie tous les jours, justement, lorsque la personne comprend qu'elle n'est pas mauvaise, mais qu'elle a été dans un système qui a fait qu'elle a adopté un comportement de survie peut-être, mais un comportement qui aujourd'hui n'est plus adapté. Et qu'elle cesse de s'en vouloir d'être ce qu'elle est, mais qu'elle comprend comment ça lui est arrivé et qu'enfin elle puisse, je dis toujours aux personnes que j'ai en thérapie, arrêtez de faire ça, faites ça. C'est-à-dire que, justement, s'aider soi-même, être un bon parent pour soi, quel que soit l'âge, même à 60 ans, être un bon parent pour soi et devenir accompagnant, nourrissant de tout ce qu'un enfant, tout ce dont un enfant a besoin, c'est-à-dire justement d'encouragement, d'affection, de câlin, d'encouragement, de tout ce qui est positif. Se le faire à soi et se dire, je vois que si je manque de confiance en moi à ce point-là, c'est parce que je me suis retrouvée sur cette estrade un jour, ou parce qu'on m'a fait que des réflexions humiliantes, etc. C'est pas juste, nom de nom. C'est-à-dire que j'ai le droit d'être en colère contre ce qu'on m'a fait, pas en rage. Non, c'est pas, je dis pas d'aller juger ses parents ou d'aller leur sauter au nez ou aux instituteurs, etc. C'est pas ça. Mais non de non, quoi. J'ai pas eu ce dont j'avais besoin aujourd'hui. Je vois que j'ai le droit de me construire positivement. Et justement, quand l'adulte arrive à faire, ou l'enfant, plus c'est jeune, mieux c'est, à faire ce lien-là,
Par exemple, j'ai un petit jeune homme qu'on m'amène, qui fume du shit, qui fugue, enfin, il fait tout de travers. Il fait tout de travers. Mais on a travaillé avec lui, justement, et il a compris que c'est pas de sa faute, que c'est les éléments de sa vie qui l'ont emmené là. Et du coup, il me regarde, il me dit, mais alors je suis pas nulle? Et je lui dis, ben non, t'es pas nul. T'es un garçon qui essaye d'être heureux comme tu peux. Et tu vas y arriver à partir du moment où tu t'enlèves cette étiquette de nul de la tête. Et il aurait fallu voir son sourire. Et vraiment, il est en train de progresser. Du coup, il est allé voir un addictologue. Du coup, on travaille sa confiance en lui. Et vraiment, c'est... Mais là, il y a un avenir, quoi. Et même chez les adultes aussi. Merci, Marie-Jeanne. Merci.